Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Nous sommes au Havre à l'occasion du Forum de l'économie positive créé par Jacques Attali et qui reçoit ici des politiques et des entrepreneurs. Tous discutent ici de la nécessité de tenir compte des générations futures dans le processus décisionnel. Comment faire du long terme? Quelle sera la ville de demain? Faut-il changer de modèle économique? Alors nous sommes devant le volcan où se trouve le Forum de l'économie positive que vous avez organisé avec Jacques Attali. Monsieur le maire, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes maire du Havre depuis 5 ans et vous avez choisi d'être l'hôte du Forum de Jacques Attali sur l'économie positive. Alors Jacques Attali, homme de gauche, vous faites partie du parti des Républicains de droite. Comment se fait-il que vous ayez collaboré ensemble? Est-ce une rencontre? Je ne comprends pas que ça puisse être une surprise, pour vous dire la vérité. Parce que l'idée que quand on est de droite, on ne travaillerait qu'avec des gens de droite, et que quand on est de gauche, on ne travaillerait qu'avec des gens de gauche, est d'une tristesse infinie. Il y a une rencontre entre vous? On s'est rencontrés, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, il y en a sans doute certaines sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on partage, lui comme moi, la conviction que si on veut régler un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos villes, dans nos pays et même sur la planète, il faut intégrer dans la sphère de l'économie et plus généralement dans la sphère humaine, le temps long, l'altruisme, tous les éléments qui ne sont jamais pris en compte dans la production. Et si on peut, lui comme moi, chacun à notre place, chacun dans notre rôle, contribuer à développer ces idées, eh ben on aura bien travaillé. Alors lorsqu'on regarde l'indice de positivité qui existe dans le cadre de ce forum, la France est très mal classée puisqu'elle est 18e sur 34 pays. Elle est très mal classée encore plus, je dirais, en ce qui concerne l'éducation et les inégalités, ce qui montre bien que les politiques ne prennent pas en compte le long terme, Édouard Philippe. Et les politiques, ils essaient de prendre en compte le long terme. Ils ne se risquent pas aux réformes, véritablement. Oui, parce que les réformes, c'est le long terme. Alors, moi là-dessus, je prends volontier une part des responsabilités qui sont celles des politiques dans l'absence de grandes réformes ou de grandes transformations. Mais je sais aussi qu'il ne faut pas attendre tout des politiques. Il faut bien comprendre que l'esprit de réforme, il est en but en France à des conservatismes. Et que ces conservatismes, ce ne sont pas exclusivement ceux de, entre guillemets, la classe politique. Nos syndicats sont conservateurs. Nous sommes d'une certaine façon conservateurs. Nous voulons conserver ce que nous avons et nous avons peur d'ailleurs de le perdre. D'où la nécessité d'un leadership politique, d'un courage politique pour affronter les conservatismes. Je partage volontiers cette opinion. Ce que je dis, c'est qu'il n'y aurait rien de pire que d'attendre exclusivement du politique la transformation de la réalité. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'aime dans le forum que nous organisons au Havre, c'est que nous n'attendons pas simplement des responsables politiques qu'ils expliquent ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils doivent faire. Nous les confrontons à des acteurs individuels qui prennent des initiatives, à des entrepreneurs qui créent des choses et qui permettent de transformer la réalité. Oui, mais ça met aussi les politiques face à leurs responsabilités. Bien sûr, mais vous savez, en général, ils sont face à leurs responsabilités. Je ne crois pas que dans la situation de notre pays, et en vérité dans la situation du monde actuel, il faille tout attendre des politiques. Je n'ai pas cette prétention. Je pense qu'au contraire, les décisions, elles sont prises au niveau local, elles sont prises parfois au niveau individuel, et que dans cet effort collectif pour transformer les choses, il faut attendre et il faut être exigeant vis-à-vis des politiques, mais il ne faut pas tout attendre des politiques et il ne faut certainement pas attendre que ce soit seulement eux qui répondent aux problèmes. Mais comment les empêcher de ne prendre que des décisions de court terme? Parce que justement, les générations futures ne votent pas. C'est ce qu'on fait. Du coup, on ne les prend pas en considération. Au LH Forum, pendant plusieurs jours, vous avez... On réfléchit, on ne prend pas de décision. Non. Vous avez une succession d'exemples d'entrepreneurs, de responsables syndicaux, de responsables associatifs, de responsables politiques qui, justement, n'attendent pas que tout soit réglé par le haut, qui s'investissent, qui trouvent des solutions ou des éléments de solution, qui les mettent en œuvre. Alors vous avez tout de même une mission immédiate qui est celle d'organiser les primaires du Parti des Républicains. C'est sans lien, ça. C'est sans lien, mais c'est immédiat, ça devrait avoir lieu très bientôt. Alors ces primaires seront-elles ouvertes? On sait que vous êtes très proche d'Alain Juppé. Lui a dit qu'il ne participerait pas aux primaires si elles n'étaient pas ouvertes. Alors où en sommes-nous? Ouverte, ça veut dire que tous les Français qui le souhaitent et qui se retrouvent dans les idées de la droite et du centre pourront y participer. Ouverte, ça veut dire que si vous êtes inscrit sur les listes électorales françaises et si vous acceptez de signer un document au moment du vote disant que vous partagez les valeurs républicaines de la droite et du centre et que vous payez 2 € pour participer aux frais de l'opération, vous pourrez voter. Il ne s'agit pas d'être membre d'un parti politique, il ne s'agit pas d'être sympathisant ou marqué politiquement, il s'agit d'être un citoyen qui a envie de participer à la désignation du candidat qui portera les idées de la droite et du centre. C'est formidable d'une certaine façon. Avant, ces décisions, elles se prenaient dans un conclave partisan
où elles étaient prises par 200 000 personnes qui sont parfaitement légitimes à les prendre. Aujourd'hui, on va associer 3, 4, peut-être 5 millions de Français, d'électeurs de la droite et du centre, au choix du candidat. C'est plutôt une très bonne chose. Et moi, ce que je souhaite, c'est que cette élection se passe dans de très bonnes conditions d'efficacité et de transparence. Et puis peut-être qu'à la fin, gagne. Ah, ça c'est sûr que c'est mon souhait, parce que je pense qu'il est le mieux placé pour être président de la République. Merci, Édouard Philippe. Merci à vous. À quoi ressemblera la ville de demain? Une ville ultra connectée, une ville à énergie renouvelable? Et pourquoi pas une ville citoyenne? La ville redeviendrait la cité au sens grec du terme. C'est l'objectif d'un homme, il est brésilien, il a 27 ans, il a créé une plateforme participative, Our Cities Networks. Miguel Lago, bonjour. Bonjour. Vous avez créé cette plateforme participative, Our Cities Network, et vous avez commencé à Rio. Alors expliquez-nous comment ça marche. Oui, donc nous avons créé tout d'abord Meu Rio, donc Mon Rio en français, en 2011, donc il y a 4 ans. Et l'idée c'était de comment est-ce qu'on allait réussir à rendre notre ville plus participative, faire de sorte que les citoyens s'engagent pour changer les politiques publiques de leur ville et les processus de décision de la ville. Donc ce que nous avons fait, c'est développer une suite de plateformes technologiques qui facilitait justement l'accès et l'engagement de milliers de personnes pour changer des politiques publiques spécifiques. Donc n'importe quel citoyen à Rio aujourd'hui peut créer une mobilisation pour changer une politique publique très spécifique de sa ville en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, vous avez 200 000 personnes qui participent. Nous avons 200 000 membres, exactement, et plus de 60 politiques publiques qui ont été changées ou créées à partir de demandes de citoyens à travers nos plateformes. 60 politiques publiques Exactement. De changer. Vous pouvez me donner des exemples? Comment est-ce que finalement la décision de la population parvient-elle au sommet? Nous avons eu une très grande victoire qui a été le changement de la constitution de l'État de Rio pour empêcher que des personnes condamnées pour la corruption soient nommées à des postes publics dans l'administration publique. Ça, c'est vous? Ça, c'est nous. Nous avons réussi à Donc ça va jusqu'au changement de la Constitution? Jusqu'au changement de la Constitution. Ça peut aller jusqu'à, par exemple, la création d'un système de collecte d'ordures dans un quartier périphérique. Ça a été une des victoires aussi, jusqu'au changement de la Constitution. Donc c'est une ample gamme. Par exemple, une très belle campagne qui a eu lieu, c'est nous avons un problème chronique au Brésil et surtout à Rio de personnes disparues. Et la police, en 2013 par exemple, 6 000 personnes ont disparu à Rio, donc c'est énorme. C'est des taux de dictature presque. Et la police n'a pas d'unité d'enquête pour pouvoir vraiment surveiller et investiguer sur ces personnes disparues. Donc il y a la mère d'une personne disparue, Jovita, qui a créé une mobilisation sur une de notre plateforme, la Cocotte Minute, pour faire pression sur la police et créer cette unité d'enquête. Donc cette unité d'enquête a fini par être créée. A fini par être créée, après plusieurs mois de pression. Pression par téléphone y compris. Parce que nos pressions, elles sont des pressions directes aux preneurs de décision. Ce n'est pas une pétition en ligne que vous signez, vous ne savez pas vraiment si elle arrive au destinataire. C'est vraiment très clair. Vous mettez votre nom, votre email et en plus send et hop, le preneur de décision va recevoir dans sa boîte mail un email de votre part. Et même chose pour le téléphone. C'est la crise du politique en fait qui vous a donné l'idée de créer cette plateforme? C'est complètement la crise du politique. Je pense que non seulement le Brésil, mais je pense que le monde vit un problème de crise de représentation. Nous voyons plein de mouvements, Indignados, Juin brésilien, Occupy Wall Street, où nous voyons de nouveaux mouvements sociaux qui opèrent à double interface, la rue et le web, un peu comme nous, la rue et le web toujours, et qui justement contestent et qui disent vous ne nous représentez pas. Et je pense que nous avons, ça c'est le côté sympathique de la crise de représentation. Le côté mauvais de la crise de représentation, c'est l'extrémisme qui renaît en Europe, etc., etc. Donc je pense que c'est un problème global. Vous avez l'exemple de cette petite fille qui a évité qu'on ne ferme son école au moment justement de la Coupe du Monde au Brésil. Exactement. Ouais, en fait, c'est Bia, c'est une fille elle avait à l'époque 11 ans. Elle a créé une mobilisation sur la Cocotte Minute, cette plateforme, en faisant pression sur le gouverneur de Rio pour qu'il ne détruise pas son école, parce qu'à la base, le gouvernement voulait utiliser son école, qui était une des 10 meilleures écoles publiques du pays, pour construire un parking pour la Coupe du Monde 2014. Et ça a été une mobilisation très belle. Nous avons même installé des webcams pour surveiller l'école. Et il y avait des personnes 2000 personnes qui se sont engagées, par exemple, à se rendre physiquement devant l'école en cas où les bulldozers voudraient passer à l'attaque la nuit, par exemple. Et c'était une très belle histoire et une très belle victoire, parce que Bia a réussi à garder son école. Maintenant, elle a 13 ans, elle est en 4e et son école est debout. Vous avez le projet de sortir du Brésil? Nous avons le projet de sortir du Brésil. En fait, nous avons une demande de plus de 60 villes à l'étranger qui veulent adopter ce modèle-là. Quelle ville à l'étranger? Il y a des villes
au Pakistan, Israël, Afrique du Sud, Mexique, France même. Potentiel énorme pour vous. Donc il y a un potentiel énorme pour nous. Donc, alors, qui vous aide à financer cette plateforme? Donc voilà, donc nous avons deux sources de financement. Nous sommes bien évidemment une ONG, donc nous ne sommes pas une entreprise, mais nous recevons des donations, des micro-donations, disons des membres de Meoyu, qui ne sont pas obligés à nous donner de l'argent, mais il y en a. Une espèce de cotisation qui vous font vivre? Il y a une cotisation, mais elle est volontaire. Donc parmi les 200 000 membres, il y a 1000 qui vraiment apportent des donations tous les mois. Ça c'est pour Rio, mais sinon nous recevons aussi pas mal de financements de fondations privées, philanthropiques. Qui croient en votre projet. Qui croient à notre projet, voilà. Mais surtout à l'étranger. Ouais. Alors Miguel, vous avez dit, aimez la phrase du géographe marxiste David Harvey, le droit de changer nous-mêmes en changeant la ville. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase en fait? Je trouve qu'elle est très belle parce que le fait de lutter pour une cause, qu'elle soit une nécessité ou une passion, ou une inspiration, elle te fait complètement changer. Parce que tu ne peux pas changer les choses tout seul, mais en même temps, tu as énormément de pouvoir comme personne. Que le citoyen prenne le pouvoir dans sa ville. Merci. Merci à vous. Miguel Lago. C'est la fin de la première partie de la Semaine de l'éco spéciale Forum du Havre. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie.